Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de lectures philosophiques, cette fois-ci consacrée à Leibniz. Pour cela, nous allons d'abord poser quelques éléments de contexte. On est au XVIIe siècle. Cette période marque un tournant majeur dans la façon de penser la place de l'homme dans l'univers. Le cosmos n'est plus un ordre clos, fini, hiérarchisé, au sein duquel l'homme se trouverait au centre. Désormais, l'homme est comme perdu entre deux infinis, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Déjà en 1440, un théologien audacieux comme Nicolas de Cuse avait commencé à mettre en cause le modèle cosmologique géocentrique et surtout anthropocentrique hérité de l'Antiquité, conception à laquelle l'Église était particulièrement attachée. Un peu moins de 100 ans plus tard, Nicolas Copernic propose un modèle cosmologique héliocentrique, et à sa suite, le philosophe Giordano Bruno propose l'idée d'un univers infini, rempli d'une infinité d'astres sur lesquels on pourrait trouver des mondes similaires aux nôtres. Cette idée vaut au philosophe d'être condamné au bûcher par l'Inquisition en 1600. Mais les idées sur l'infini commencent de toute façon à se répandre. En 1610, à l'aide de lunettes puissantes, Galilée découvre 4 satellites de Jupiter. On comprend d'un coup que l'univers visible recèle sans doute des secrets qui étaient jusqu'à présent inaccessibles simplement en raison des limites de notre perception. Avec des instruments optiques suffisamment puissants, ces secrets pourraient nous être révélés. L'infiniment grand stimule aussi l'imagination, et ce qui n'est apparemment qu'une préoccupation d'astronome ou de philosophe devient rapidement un thème de littérature. En 1657, Savinien de Cyrano de Bergerac, qui inspirera la célèbre pièce d'Edmond Rostand, publie une nouvelle intitulée Histoire comique des États et Empire de la Lune. Il y relate un voyage imaginaire sur la Lune pendant lequel il fait la connaissance du peuple extraterrestre des Séléniens et même des Solariens, des habitants du Soleil. L'homme n'est plus au centre du monde, et il n'est peut-être même plus tout seul dans l'univers. Mais le monde n'est pas seulement infini au-dessus de nous, lorsque nous levons les yeux vers les étoiles, il semble également infini en dessous de nous, et même peut-être en nous. Bien qu'il ait existé des microscopes rudimentaires en Chine ancienne, on peut dire que les premiers microscopes à l'origine d'une véritable révolution scientifique sont inventés en 1600 aux Pays-Bas. À peu près un demi-siècle plus tard, en 1665, Robert Hooke, fondateur de la Royal Society, publie un livre qui aura un succès monumental, Micrographia. Dans ce livre, l'auteur partage des descriptions et des reproductions de ses observations microscopiques. On peut y voir l'anatomie détaillée d'une puce ainsi que des cellules de liège. Il est le premier à fournir une description et une reproduction des cellules qui constituent le vivant. Quelques années plus tard, le commerçant drapier Anthony van Leeuwenhoek, qui a sans doute lu l'ouvrage de Robert Hooke, se passionne pour la microscopie, passion à laquelle son activité marchande lui laisse tout le loisir de s'adonner. Il fabrique des instruments optiques qu'il ne cesse de perfectionner en polissant les lentilles et finit par posséder une collection d'une centaine de microscopes. Il observe tout ce qui lui tombe sous la main, découvre des micro-organismes dans de l'eau, des bactéries et des protistes qu'il appelle des animalcules. Il observe du sang, de l'urine et même son propre sperme au sein duquel, à sa grande stupeur, il découvre d'autres formes de micro-organismes qui prolifèrent, d'autres animalcules. Il vient de découvrir les spermatozoïdes. Tout porte alors à croire que le monde qui nous entoure grouille de vie. Entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, l'homme doit désormais trouver sa place. L'idée d'une limite de l'univers n'a plus rien d'évident et tout se passe comme si, dans l'infiniment petit, le monde n'avait plus vraiment de fond. Comment notre raison pourrait-elle alors accueillir la richesse infinie que l'on observe partout dans le monde? Leibniz va consacrer toute sa vie à résoudre cette difficulté. Il va chercher à comprendre l'infini sans renoncer à la rigueur du concept, de la logique. Il va essayer d'élaborer les moyens philosophiques, mais aussi mathématiques, de saisir l'infini dans la raison. Leibniz est ce qu'on peut appeler un esprit universel. Il sera tour à tour diplomate, historien, mathématicien, philosophe, théologien, inventeur et même ingénieur. Au point qu'il n'est pas toujours facile de saisir la cohérence de son œuvre. Il faut dire qu'à ce jour, tout n'en a pas encore été publié. L'œuvre est composée de nombreux petits traités, de milliers de lettres, et ne comporte que 2 livres longs, les Nouveaux essais sur l'entendement humain, rédigés entre 1701 et 1709, ainsi que l'essai de Théodicée en 1710. Mais ces 2 livres touchent à des problèmes précis. Le premier est la mise en scène d'un dialogue avec le philosophe empiriste John Locke, et le deuxième est une réponse à Pierre Bayle au sujet du problème théologique de l'existence du mal. L'exposé systématique de la doctrine de Leibniz transparaît plutôt dans divers petits écrits. Selon Hegel, il n'existe d'ailleurs pas de système de Leibniz, mais seulement une collection d'hypothèses qui n'ont pas atteint la cohérence systématique. Mais qu'il s'agisse ou non d'un système à proprement parler, Leibniz a bel et bien fourni un aperçu général de sa pensée dans quelques essais très brefs, d'abord en 1686 dans son discours de métaphysique, puis en 1714 dans les principes de la nature et de la grâce,
ainsi que dans sa célèbre monadologie. Dans cette série de vidéos consacrées à Leibniz, c'est surtout à cette dernière œuvre que je m'intéresserai, mais je ferai souvent référence aux autres travaux de l'auteur. La monadologie est un texte court d'une vingtaine de pages composé de 90 paragraphes numérotés. Il s'agit d'un exposé de forme déductive qui peut avoir l'apparence d'un traité d'axiomes géométriques, mais qui ne manque cependant pas de poésie. La raison qui poussa Leibniz à rédiger ce traité est d'ailleurs très originale, puisque l'œuvre était destinée à un poète nommé Fragier, qui souhaitait mettre en vers sa philosophie, comme Lucrèce l'avait fait en son temps pour Épicure. Leibniz n'a pas choisi lui-même le titre de son exposé, la monadologie, ce mot a été forgé par l'éditeur de la première traduction du texte en allemand. Mais on voit qu'il s'agit seulement d'une reformulation des premiers mots de l'ouvrage. La monade, dont nous parlerons ici, n'est pas autre chose qu'une substance simple qui entre dans les composés, simple, c'est-à-dire sans partie. Leibniz va parler de la monade, élaborer un discours à son sujet, en proposer la théorie, la monadologie et la théorie des monades. Le concept de monade n'a pas été créé par Leibniz lui-même. Le mot vient du grec monas, qui signifie simplement unité, idée que l'on retrouve dans le préfixe français mono, comme dans monologue par exemple. C'est un concept qui trouve son origine dans l'Antiquité et qui est utilisé pendant tout le Moyen Âge en des sens divers, mais le mot sert toujours à désigner des éléments simples, des unités. Cependant, lorsque nous parlons aujourd'hui d'une monade, c'est bien à Leibniz que l'on pense. Alors qu'est-ce qu'une monade selon lui ? Pour commencer, il nous dit qu'elle n'est rien d'autre qu'une substance simple. Substance, là encore, est un concept ancien qui provient notamment de la tradition aristotélicienne et qui traverse tout le Moyen Âge scolastique. Au sens le plus général, la substance est ce qui fait qu'une chose perdure dans le temps, qu'elle reste ce qu'elle est malgré les changements qui peuvent l'affecter. La substance est le support de ces changements que l'on appelle des accidents. Substantia en latin signifie littéralement ce qui se tient en dessous. C'est la traduction littérale du grec hypokeimenon qui signifie ce qui est sous-jacent, ce qui tient lieu de support. Prenons l'exemple d'une chaise qui est un objet destiné à s'asseoir. Je peux modifier cette chaise par exemple en la peignant d'une nouvelle couleur. La chaise est alors restée une chaise. En changeant de couleur, elle a subi ce qu'on appelle un accident, mais sa substance n'a pas été affectée par ce changement. On peut toujours s'asseoir sur elle. Cependant, si je démonte la chaise pour en faire du bois à brûler, alors il ne s'agit plus de modification accidentelle. La substance en est affectée et la chaise a cessé d'être une chaise pour partir en fumée. Mais au-delà de ce premier sens, qui est plutôt ontologique, c'est-à-dire qui porte sur l'être des choses, la substance, l'hypokeimenon, possède aussi chez Aristote un sens logique. On peut dire par exemple que la substance chaise est ici un sujet, dont la couleur est un prédicat, comme lorsque je dis « cette chaise est verte ». Il ne s'agit pas ici de retracer la très longue et très complexe histoire de ce concept de substance. Mais il faut tout de même remarquer que, malgré sa simplicité apparente, il est loin d'être univoque. La substance est définie par Descartes comme ce qui n'a pas besoin d'autre chose pour exister, ce qui existe par soi-même. Cela rejoint la définition classique que nous venons de donner. Alors que l'accident a besoin de la substance pour lui servir de support, la substance est ce qu'elle est en elle-même, elle n'a pas besoin d'autre chose pour exister. Elle n'a pas besoin de support. Mais de ce point de vue, selon Descartes, au sens strict, il n'existe à proprement parler qu'une seule substance, la substance divine. Dieu seul n'a besoin que de lui-même pour exister. C'est ce que montre Descartes en 1644 dans les Principes de la philosophie. La substance est un nom qu'on ne peut attribuer à Dieu et aux créatures en même sens. Le concept de substance n'a pas le même sens selon qu'il est appliqué au créateur ou aux créatures. Il est donc équivoque. Il faut distinguer un sens fort, absolu, qui ne peut être appliqué qu'à Dieu, et un sens faible qui peut s'appliquer à des créatures, à des choses finies, limitées, dans la mesure où il existe des choses créées qui ne peuvent exister sans le support de certaines autres. La couleur rouge, par exemple, ne peut pas exister sans support. La philosophie dualiste de Descartes retient deux types de substances. D'un côté, les substances corporelles, dont l'attribut est l'étendue, l'espace, de l'autre les substances pensantes, dont l'attribut est la pensée. Ces substances ont besoin de la puissance de Dieu pour subsister. Il y a ici un flottement et une tension dans la définition que Descartes propose de la substance. D'autres philosophes tenteront de la résoudre. Spinoza, par exemple, supprimera cette tension en assumant complètement les conséquences de la définition cartésienne de la substance. Pour Spinoza, il n'existe qu'une seule substance, qui est Dieu, qui est cause de soi, qui n'a pas besoin d'autre chose pour exister. L'étendue et la pensée ne sont que des attributs de la substance divine infinie et unique qui se confondent avec la nature. Cette définition a valu bien des problèmes à Spinoza que l'on a accusé d'athéisme. En effet, puisqu'il n'existe qu'une seule substance divine qui n'est pas séparée de la nature, la philosophie spinoziste supprime en quelque sorte la transcendance divine. Sa philosophie est immanentiste. Nous aurons assurément l'occasion de parler de Spinoza dans d'autres vidéos,
mais il est désormais temps de nous tourner à nouveau vers Leibniz. Les philosophies de Leibniz et de Spinoza sont diamétralement opposées en raison du principe sur lequel elles reposent. Tous les deux partent de la substance, mais alors que pour Spinoza il n'y a qu'une seule substance, qui est cause de soi, pour Leibniz il y a une multitude de substances, une multitude de monades dans l'univers. La monade est bien une unité, mais le principe de la philosophie de Leibniz c'est plutôt la multiplicité des substances qui composent l'univers. La réalité n'est pas une substance unique. L'univers est composé d'une multiplicité de monades, d'une multiplicité de points de vue irréductibles. Pour Descartes, il n'y a que deux types de substances. Pour Spinoza, il n'y a qu'une seule substance qui est Dieu. Pour Leibniz, au contraire, il y a une multiplicité infinie de substances. Leibniz introduit le pluralisme en philosophie. Revenons à la définition initiale. La monade est une substance simple qui entre dans les composés. Simple, ajoute Leibniz, c'est-à-dire sans partie. On voit bien ici la différence fondamentale avec Spinoza. Alors que pour ce dernier il n'y avait qu'une seule substance, pour Leibniz au contraire il existe une multitude de substances simples qui s'assemblent pour composer des totalités plus grandes. Et il faut, écrit l'auteur, qu'il y ait des substances simples puisqu'il y a des composés, car le composé n'est autre chose qu'un amas ou agrégatum des simples. Au tout début de la monadologie, Leibniz pose la substance simple, la monade, mais ce point de départ ne doit pas nous abuser. S'il existe nécessairement des monades, c'est parce qu'il y a dans le monde des composés, des choses composées, ce que l'auteur n'hésite pas à appeler des substances composées. Leibniz, en fait, est parti, comme le remarque Hegel dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie, de ce qui est simplement donné dans notre représentation. Autour de nous, en effet, on ne rencontre que du composé. Un corps, une table, une pierre constituent des totalités composées de parties. Puisqu'il y a des substances composées, il faut forcément qu'il existe des substances simples. On peut remonter à ces substances simples qui les composent. Et ces substances simples, ces monades, sont elles-mêmes indécomposables, indivisibles. Cela permet à Leibniz d'éviter une décomposition à l'infini. Au bout d'un moment, on tombe nécessairement sur du simple, sur des composants ultimes. Or, puisque ces substances simples n'ont pas de partie, puisqu'elles ne peuvent pas être composées ni décomposées, elles ne peuvent pas mourir. Un corps qui meurt est un corps qui se décompose, et de la même manière, un corps qui prend naissance est un corps qui se compose de telle sorte à constituer une totalité organique. Il n'y a aussi point de dissolution à craindre, écrit Leibniz, et il n'y a aucune manière concevable par laquelle une substance simple puisse périr naturellement. Par la même raison, il n'y en a aucune par laquelle une substance simple puisse commencer naturellement, puisqu'elle ne saurait être formée par composition. Cela ne veut pas dire que les monades existent de toute éternité, cela signifie simplement qu'elles ne peuvent commencer ou finir, écrit l'auteur, que tout d'un coup. Elles ne peuvent pas perdre ou gagner une partie, puis une autre. Elles ne sauraient commencer que par création et finir par annihilation, au lieu que ce qui est composé commence ou finit par partie. Leibniz ne fait que tirer les conséquences du concept métaphysique de monade qu'il a posé au tout début. La simplicité des monades implique qu'elles ne peuvent pas naître ni mourir de cause naturelle, c'est-à-dire par l'action extérieure d'une créature. Il faut qu'il y ait une création ou une annihilation divine. Cela ne signifie pas que Dieu intervienne localement à l'occasion de la création de chaque monade. Toutes les monades qui composent l'univers, c'est-à-dire la totalité de la création divine, ont été créées d'un seul coup, comme elles ne pourraient être détruites que de la même façon. Les monades sont en quelque sorte refermées sur elles-mêmes. Une autre créature ne peut avoir d'effet sur une monade. La monade ne peut pas subir des altérations ou des transformations sous l'effet d'une autre. Il n'y a pas moyen aussi d'expliquer, écrit l'auteur, comment une monade puisse être altérée ou changée dans son intérieur par quelque autre créature, puisqu'on n'y saurait rien transposer ni concevoir en elle aucun mouvement interne qui puisse être excité, dirigé, augmenté ou diminué là-dedans, comme cela se peut dans les composés, où il y a du changement entre les parties. Ce qui fait le changement, l'altération dans une substance composée, c'est le changement de ses parties. Une horloge, par exemple, est composée de plusieurs parties, des engrenages, des aiguilles, etc. Le rapport extérieur entre ces différentes parties permet de faire bouger l'aiguille, produit du mouvement dans l'horloge. On peut intervenir dans l'objet et lui supprimer un engrenage. Dans ce cas, l'horloge cesse de fonctionner, elle est altérée complètement par la suppression de l'une de ses parties. La substance composée a subi un accident par une intervention extérieure. Pour les monades, il en va autrement. Il est impossible d'intervenir en elles. Rien ne peut entrer ou sortir d'une monade. C'est pourquoi Leibniz peut écrire, selon une formule demeurée célèbre, « Les monades n'ont point de fenêtres, par lesquelles quelque chose y puisse entrer ou sortir. » Cette formule peut prêter à confusion puisqu'elle pourrait nous faire croire que les monades n'ont pas de point de vue sur le monde qui les entoure, qu'elles sont en quelque sorte aveugles. Mais l'image de la fenêtre doit être comprise au sens de l'ouverture, de ce au travers de quoi quelque chose pourrait passer.
Rien n'entre et rien ne sort de la monade. Si quelque chose entrait ou sortait de la monade, une partie s'y ajouterait ou s'en séparerait, et il ne s'agirait plus d'une substance simple. La monade ne peut donc pas changer à cause d'une autre. Un accident ne peut pas affecter cette substance. Cela pose un problème considérable, parce que l'on pourrait être amené à croire que les monades, absolument simples, ne possèdent aucune qualité qui permettrait de les distinguer, et qu'elles ne seraient pas même soumises au changement. Puisqu'aucun accident ne peut entrer dans la substance, comment pourrait-elle avoir une qualité quelconque qui permettrait de la distinguer des autres? Et pourtant, déclare l'auteur, les monades doivent avoir des qualités qui permettent de les distinguer. Cependant, il faut que les monades aient quelques qualités, autrement ce ne seraient pas même des êtres. Si elles n'avaient pas de qualité, les monades seraient comme des points absolument vides, absolument neutres. Elles n'auraient pas d'existence réelle, pas plus que le point mathématique idéal n'en possède une. Mais si Leibniz parvient à cet argument selon lequel les monades ont forcément des qualités, c'est en partant du constat, encore une fois, de ce qui est simplement donné dans notre représentation. Les choses composées qui nous entourent changent. Et si les substances simples ne différaient point par leur qualité, écrit l'auteur, il n'y aurait pas moyen de s'apercevoir d'aucun changement dans les choses, puisque ce qui est dans le composé ne peut venir que des ingrédients simples, et les monades étant sans qualité seraient indistinguables l'une de l'autre, puisqu'aussi bien elles ne diffèrent point en quantité. Et par conséquent, le plein étant supposé, chaque lieu ne recevrait toujours dans le mouvement que l'équivalent de ce qu'il avait eu, et un état des choses serait indiscernable de l'autre. Ce passage mérite qu'on s'y arrête parce qu'il fait intervenir de nombreux présupposés de la philosophie de Leibniz. D'abord, il y a du changement dans les choses. C'est un constat. Mais les choses composées, nous l'avons dit, ne sont ce qu'elles sont que par les monades, les substances simples qui sont les ingrédients de toutes les choses. S'il n'y avait pas de différence qualitative entre les substances simples, on n'observerait pas de changement dans les composés. Mais cet argument ne peut tenir que dans la mesure où l'on suppose que l'univers est plein, qu'il n'y a pas de trou dans l'univers, pas de seau. Tout est plein dans la nature, écrit Leibniz dans les principes de la nature et de la grâce. C'est une thèse fondamentale que l'on retrouve partout chez Leibniz. L'univers est continu, la nature ne fait pas de saut. Chaque lieu de l'univers contient donc le même nombre de monades. S'il existait des lieux au sein desquels on trouvait plus de monades que dans d'autres, on pourrait les distinguer par la quantité, il y aurait un lieu plus rempli que l'autre. Si l'univers est plein, comme le suppose Leibniz, s'il y a le même nombre de monades partout dans l'univers, et si on suppose que les monades sont toutes identiques les unes aux autres, alors le mouvement des monades devient imperceptible. Il n'existe même plus à proprement parler, et chaque état nouveau est simplement, écrit Leibniz, l'équivalent de ce qu'il y avait eu avant. Ce qui signifie que dans ce cas, les différents états qui se succèdent sont indiscernables, on ne peut pas les percevoir. Si nous supposons que l'univers est plein et que les monades ne diffèrent pas par la quantité, alors il faut impérativement que les monades possèdent des qualités qui permettent de rendre compte du changement que l'on observe dans les choses. On aboutit ainsi au célèbre principe des indiscernables que j'avais déjà évoqué dans les premières vidéos de la série consacrée à Nicolas de Cuse. Tous les états doivent être discernables les uns des autres, on doit pouvoir les distinguer. Et il en va de même des substances simples. Il faut même que chaque monade soit différente de chaque autre, car il n'y a jamais dans la nature deux êtres qui soient parfaitement l'un comme l'autre. Il n'est pas possible de trouver dans la nature deux choses qui soient absolument identiques. C'est ce que Leibniz expose d'une manière beaucoup plus imagée dans les nouveaux essais sur l'entendement humain, en mentionnant une promenade de son amie et protectrice, la princesse Sophie de Hanovre. Je me souviens qu'une grande princesse, qui est d'un esprit sublime, dit un jour en se promenant dans son jardin qu'elle ne croyait pas qu'il y avait deux feuilles parfaitement semblables. Un gentilhomme d'esprit, qui était de la promenade, crut qu'il serait possible d'en trouver. Mais quoiqu'il en cherchât beaucoup, il fut convaincu par ses yeux qu'on pouvait toujours y remarquer de la différence. Le principe des indiscernables affirme qu'il n'existe pas deux êtres distincts qui soient parfaitement indiscernables, qui soient parfaitement identiques. Il ne s'agit pas seulement d'une différence de lieu et d'espace. On pourrait se dire que deux pommes sont différentes seulement parce qu'elles se tiennent dans des lieux différents, mais que malgré cette différence de localisation, elles demeurent identiques en elles-mêmes. Leibniz, au contraire, affirme que ces deux pommes, même si elles se trouvaient par on ne sait quel miracle dans le même lieu, seraient tout de même différentes. La différence est dans les choses elles-mêmes, non dans leur rapport extérieur. Toute chose a en soi un principe de différenciation qui la rend unique et donc distinguable de tout autre. On pourrait s'attendre à ce que ce principe conduise Leibniz à affirmer l'impuissance de la raison, qui ne pourra pas saisir la richesse inépuisable de la réalité, de la vie. Mais il n'en est rien. Le principe des indiscernables ne repose pas sur le sentiment confus de la richesse du réel. Il ne s'agit pas seulement d'une intuition. Leibniz déduit le principe des indiscernables à partir d'un autre grand principe sur lequel reposent tous ces raisonnements, le principe de la raison suffisante, selon lequel, pour toute chose, il y a une raison pour laquelle elle est ainsi et non pas autrement.
Nous considérons, écrit l'auteur, qu'aucun fait ne saurait se trouver vrai ou existant, aucune énonciation véritable, sans qu'il y ait une raison suffisante pourquoi il en soit ainsi et non pas autrement, quoique ces raisons le plus souvent ne puissent point nous être connues. Leibniz est bel et bien un rationaliste et un idéaliste. Il considère que la raison doit rendre compte de la totalité de la réalité. S'il y a des choses qui nous semblent arriver sans raison, c'est seulement parce que nous ne parvenons pas, et peut-être pas encore, à connaître cette raison. Mais cette raison existe, elle ne nous est seulement pas encore accessible. Toute chose dans l'univers a donc sa raison d'être. Or, si deux choses étaient parfaitement identiques, parfaitement indiscernables, le principe de raison ne serait plus respecté. Si A et B sont deux choses parfaitement identiques, il n'existe aucune raison qui suffit à expliquer A, ni aucune raison qui suffit à expliquer B. La distinction entre A et B n'est plus fondée dans la raison, ce qui est inacceptable. On ne parvient plus à comprendre pourquoi il existe deux choses plutôt qu'une seule. Le principe des indiscernables découle du principe de raison suffisante. Ces remarques sur le principe des indiscernables nous permettent de prévenir une confusion. Les monades ne doivent pas être confondues avec des atomes. Au début de la monadologie, Leibniz n'hésite pas à utiliser ce concept. Or, là où il n'y a point de partie, il n'y a ni étendue, ni figure, ni divisibilité possible. Et ces monades sont les véritables atomes de la nature, et en un mot les éléments des choses. Il s'agit d'un concept dangereux parce qu'il pourrait nous faire croire que Leibniz cherche à remonter aux unités indivisibles de la matière, aux atomes. Il faut bien distinguer la monadologie de la philosophie atomiste élaborée dans l'Antiquité par des penseurs comme Leucippe, Démocrite ou Épicure. Pour ces penseurs, les atomes sont les principes ultimes de l'univers, les éléments matériels indivisibles qui composent toutes les choses. Bien que les atomistes grecs n'aient jamais vraiment stabilisé leur typologie, on peut dire qu'il existe, en principe, différents types d'atomes qui composent toutes les choses. Ces atomes ont des formes différentes et des tailles différentes, et les choses composées qui peuplent notre univers sont différentes les unes des autres à cause de la forme, de la taille, de l'ordre et de la position des atomes qui les composent. La réalité, pour les atomistes, est constituée d'assemblages d'atomes qui diffèrent entre eux par des déterminations géométriques extérieures. Lorsque Leibniz parle des atomes, c'est en un sens très différent, parce que les monades dont il s'agit ne diffèrent pas seulement de manière extérieure. Au contraire, leur différence est intérieure. Elles produisent elles-mêmes leur propre différence, et parce qu'elles n'ont pas de fenêtre, elles sont le principe de leur propre changement. Dans les nouveaux essais sur l'entendement humain, Leibniz s'oppose justement à cet atomisme. La notion des atomes est chimérique, et ne vient que des conceptions incomplètes des hommes. Car s'il y avait des atomes, c'est-à-dire des corps parfaitement durs et inaltérables ou incapables de changement interne, et ne pouvant différer entre eux que de grandeur et de figure, il est manifeste qu'étant possible qu'ils soient de même figure et grandeur, il y en aurait alors d'indistinguables en soi, et qui ne pourraient être discernés que par des dénominations extérieures sans fondement interne, ce qui est contre les plus grands principes de la raison. Si la théorie atomiste était vraie, alors on pourrait trouver des atomes absolument identiques, qu'on ne pourrait distinguer qu'à l'aide de dénominations extérieures sans fondement interne, écrit Leibniz, c'est-à-dire sans fondement raisonnable. La distinction entre les atomes serait arbitraire, non justifiée devant la raison. Le principe de raison suffisante ne serait pas respecté. À la suite de ce passage, Leibniz ajoute « Mais la vérité est que tout corps est altérable et même altéré toujours actuellement, en sorte qu'il diffère en lui-même de tout autre. » Il n'y a pas deux choses identiques dans l'univers parce que les choses possèdent en elles-mêmes le principe de leur changement, de leur altération. Les monades sont absolument simples et elles n'ont pas de fenêtre. Elles sont hermétiques et rien ne peut pénétrer en elles du dehors. Elles ne peuvent donc pas être altérées de l'extérieur. Mais elles ne sont pas pour autant sans changement. Elles changent tout le temps, elles se différencient constamment. Leibniz s'écrit ainsi dans la suite de la monadologie. Je prends aussi pour accorder que tout être créé est sujet au changement, et par conséquent la monade créée aussi, et même que ce changement est continuel dans chacune. La nature est faite de variations infinies, de changements dont on ne s'aperçoit pas toujours, mais qui sont pourtant bien réels. La monade n'est pas comparable à un atome, à un corps dur et qui ne change pas, son changement est continuel. Ici encore, je tiens à prévenir une confusion. On pourrait être tenté d'évaluer les propositions spéculatives de Leibniz à l'aide de certaines thèses de la physique contemporaine. En physique quantique, les particules élémentaires semblent en effet indiscernables, et le principe de Leibniz serait alors démenti. Mais une telle comparaison est trompeuse. L'idée même de substance, au sens classique du terme, est discutable en physique quantique, où on parle de champs, d'états, et où les particules peuvent être décrites aussi bien comme des corpuscules que comme des ondes. La thèse de Leibniz n'est pas physique, mais plutôt métaphysique, et on doit se garder de faire de la monadologie un atomisme d'un genre particulier. Si Leibniz parle d'atomes,
C'est en un sens métaphysique. Leibniz est parti des corps composés qui nous entourent. À notre échelle macroscopique, deux objets peuvent paraître identiques, mais ce n'est qu'une illusion. Si l'on y regarde de plus près, on ne pourra pas trouver deux feuilles d'arbre parfaitement indiscernables. On peut dire d'abord que toutes les choses ont un agencement différent de leurs parties. C'est ce que l'on observe à l'échelle microscopique. Deux feuilles d'arbre qui ont une structure apparemment identique à notre échelle ne possèdent pas exactement le même agencement moléculaire. Mais cela ne suffit pas pour Leibniz, parce qu'il sait que s'il y a du composé, il y a forcément du simple, et qu'il serait possible de remonter à l'idée antique selon laquelle il existe un petit nombre d'atomes identiques les uns aux autres. Pour Leibniz, ce n'est pas acceptable. Le simple lui-même, auquel notre raison, dès lors qu'elle pose du composé, remonte nécessairement, ne peut pas être un atome fini, il doit être lui-même en changement perpétuel. Pour Leibniz, il y a donc de l'infini dans les choses, et cela en vertu du principe de raison suffisante. Pour lui, il y a de la raison partout dans l'univers.